Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous et à toutes. Et oui, vous avez un format un peu particulier pour ce nouvel épisode de Temps Mort Show. Voilà, c'est pas un duel, c'est pas un contre un, mais c'est une petite soirée basketballistique, une conversation de bar, si vous avez envie, avec Gucci Mills et moi-même, le Tsar Angelo Sagarakis. Alors oui, la belle Ali n'est pas avec nous. Malheureusement pour des circonstances un peu tristes, donc on pense à elle bien évidemment, et le DJ Flexstar, l'inflexible, est également retenu pour d'autres obligations. Donc, eh bien, on s'est dit que on allait se faire un petit duo. Ouais. Un petit one-two punch. Ouais, un petit duo sympa, parce qu'il y a pas mal de choses, hein. On sait très bien qu'on arrive à l'approche des playoffs, un peu partout. Donc, entre les playoffs, un March Madness, l'Euroleague, enfin, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a de la dinguerie dans l'air. Donc, il y a ça à dire. Mais déjà, abonnez-vous. Continuez à vous abonner. On est de plus en plus nombreux sur les réseaux. C'est important. C'est important. Partagez autour de vous aussi. Vous connaissez tous des connaisseurs, des gens qui kiffent le basket. N'hésitez pas à envoyer les liens, n'hésitez pas à envoyer aussi même les réels, etc. Histoire qu'on puisse grandir aussi. Et on a commencé les spaces sur Twitter. Donc, généralement, ce sera tous les mercredis, 21h. Passez nous voir. Passez participer. Nous voilà, libre. Le premier space, il a été très sympathique. Ouais. Hein. On a eu une vingtaine de personnes qui ont rejoint le space. On n'avait même pas vraiment fait d'annonce ou autre, donc très très sympa. Et puis on est parti dans des bons débats. Ouais. Bon, de toute façon, vous connaissez un peu la philosophie de l'émission. Vous savez un petit peu comment on fonctionne maintenant. Donc après, l'idée c'est aussi de pouvoir interagir avec vous, de pouvoir aussi percevoir les sujets sur lesquels vous êtes sensibles et les sujets dont vous avez envie de traiter, parce que c'est ça l'idée, hein. Il n'y a pas seulement nos sensibilités à nous, on a envie aussi de vous faire plaisir et puis de rentrer dans le vif du sujet sur des choses qui vous intéressent encore plus. Donc voilà. Mills, on va discuter NBA. On commence toujours par le gros poisson. Par la NBA. Même si je pense même pas qu'on a un petit poisson, hein, sur le programme de la semaine. Là, il n'y en aura pas et ça va continuer, hein. La semaine qui va arriver, il y a pas de petits poissons. C'est chaud partout. C'est chaud partout. Ouais. Commençons avec la NBA. Il y a la lutte là pour le seeding, pour les places en play-off. Attention, on va commencer par quoi? Par l'Est? Commençons par l'Est. Commençons par l'Est. Alors, à l'Est, c'est très, 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 très serré entre la 5e et la 10e place, parce qu'il y a juste 3 défaites d'écart. Nous sommes à 2 semaines des playoffs, et personne ne va aller en play-in. Personne ne va aller en play-in. Ils veulent pas. Ils refusent. Ils veulent aller en play-in, et ça va être intéressant parce qu'on a les Raptors à 41-32, les Hawks à 42-33, Philadelphie 41-33, Orlando 39-34, Miami 39-35 et les Hornets 39-35. Ouais. Alors, première question. Qui tu vois finir à la 5e et à la 6e place? Alors c'est compliqué parce que on a toujours un petit peu ce débat philosophique avec les Philadelphia 76ers où on se dit toujours si Embiid est en bonne santé, si Paul George n'a pas de pépin physique, si voilà, c'est toujours un petit peu le si. Et donc conceptuellement on sait que Philadelphia a bien évidemment une équipe hyper talentueuse, dangereuse, que il y a de la qualité, que personne vraisemblablement n'aurait envie d'être matché en play-off avec ce genre d'équipe, mais il y a jamais aucune garantie. Et donc c'est hyper difficile de se projeter parce que nous on peut entre guillemets avoir des bonnes intentions et vouloir donner les fleurs aux Sixers et espérer le meilleur pour eux, mais dans l'absolu, on peut se mettre en porte-à-faux vis-à-vis du pronostic qu'on va donner, parce que si y a Embiid qui se fait effleurer le genou d'une manière ou d'une autre, ou qui a le dos serré, ou qui a envie de jouer ou pas envie de jouer, ça remet bien évidemment tout en question, parce que une équipe pas au complet, comme Philly, ne peut pas se permettre, ou en tout cas envisager d'aller très loin en play-off. Surtout avec les mastodontes du haut de la conférence, ou si t'es matché éventuellement en demi-finale de conf contre Boston ou même contre Détroit, si t'es pas à plein régime, ça passe pas. Mais, donc j'ai du mal si tu vas me projeter vis-à-vis de Philadelphie. Et t'as quelques équipes qui tournent bien à l'heure actuelle, à tes souhaits frérot. Merci. Et il y a quelques équipes, d'ailleurs tu t'éternues avec une discrétion, je sais pas comment tu fais, hein. Moi ça m'aurait tué de faire ça. Je dois laisser le truc ça. Mais tu vois, Toronto, Atlanta. En fait, l'équipe du moment ces derniers temps, c'est Atlanta. Parce que ça depuis le retour du All-Star Game, ça joue très bien. Ça enchaîne les victoires. Rarement, ça a 10 victoires d'affilée.
c'est une équipe qui est vraiment en forme. C'est une équipe qui est en forme au meilleur moment. Ouais. Vraiment au meilleur moment. Le timing est bon. Hein. Exactement. Donc c'est une équipe qui attrape la 6e place. Et moi en tout cas déjà il y a une équipe qui me déçoit pas mal. En ce moment c'est Miami. Parce que Miami, il y a un moment où Miami avait enchaîné les victoires, c'est quand à l'époque je dis à l'époque, mais c'est début du mois, c'était quoi, début du mois de mars où Bam Adebayo mettait les 81 points, enfin ça enchaîné, il y avait la déclaration. T'as dit 80 parce que même toi t'acceptes pas, tu sais, même toi tu te dis c'est pas possible. Je m'habitue encore. Mais quand D-Wade dit lance un petit pic à Adebayo en disant qu'il faut pas qu'il joue les play-in et Bam Adebayo qui dit ouvertement on peut pas jouer les play-in. Donc on a vu un sursaut d'orgueil où ça gagnait les matchs, ça a battu Détroit, ça a battu Charlotte. Mais sur les 10 derniers matchs, c'est très coton. Hein, parce que là, depuis le 14, c'est défaite à Orlando, défaite à Charlotte, défaite face aux Lakers, défaite à Houston, défaite contre San Antonio. Après, bon, c'est pas des petites équipes, mais sur les 6 derniers... mais et ça te met déjà dans le bain des playoffs. C'est-à-dire que là, tu joues contre des équipes qui participeront au minimum au play-in. Exactement. Et c'est pas de bon augure parce que t'es en train de te dire que au niveau des prétentions que tu puisses avoir du côté de la conférence Est, Miami montre ses limites, tout simplement. Exactement. Et c'est pour ça que je dis sur les 7 derniers matchs, Miami en perd 6 au pire moment parce que c'est vraiment pas le moment de perdre des matchs là, à l'heure où on parle. Moi, je pense que malheureusement, je pense que Miami ne fera pas les playoffs directement, ils vont passer au play-in comme d'habitude. Je pense que les Hornets également. Et pourtant, la veille de l'émission, là, on contourne. Donc, la nuit de samedi à dimanche, on a eu un très beau Philadelphie-Charlotte. Où on a vu la victoire de Philadelphie. C'est des matchs qui comptent double aussi pour la course au playoff. Je pense que les Hawks et Philadelphie vont passer directement. Je pense que Toronto va lâcher. Que la dynamique actuelle. Après, moi, Toronto, c'est particulier parce que c'est vrai que ça se joue dans un mouchoir de poche, mais Toronto, à l'heure actuelle, alterne le chaud et le moins chaud, le bon et le moins bon. Donc, tu sais jamais vraiment sur quel visage tu vas tomber, et c'est pas de bon augure par rapport à cette course finale, parce que, comme tu le dis, de jouer son meilleur basket au meilleur des moments, c'est propice à une qualification et éviter justement les play-in. Et c'est aussi propice à poser des problèmes, même de nous proposer, si tu veux, des premiers tours qui soient intéressants, parce que une équipe sur une bonne dynamique, qui a bien évidemment rien à perdre sur papier, qui n'est pas favorite dans la série, qui puisse les opposer sur la première partie de tableau. Bah, c'est toujours dangereux, tu sais. Peu importe le championnat, peu importe dans quel pays tu penses à ce concept-là, les outsiders peuvent toujours détruire, entre guillemets, toutes les certitudes qu'on puisse avoir vis-à-vis de la configuration qui est supposée avoir ce premier tour. Oh, 4-0. Tu vas en 6 matchs. Donc c'est déjà 2 matchs supplémentaires que tu joues. Dans l'optique des match-ups, des demi et des finales de conf, bah, une fatigue supplémentaire, sachant qu'il y a certaines équipes qui pratiquent un jeu un peu plus physique, un peu plus... Et puis un jeu où on fait pas tourner autant. Donc il y a les joueurs stars qui sont condamnés à jouer d'énormes minutes, et sur l'accumulation, ça peut jouer un facteur parce que les tirs qui rentrent pas, les jambes un peu lourdes, tu sais, les tirs courts, ou même les errements un peu mentaux, où on fait des erreurs qu'on n'est pas supposé faire, les pertes de balles, ou le pas de retard sur les close-out, tu sais, tous ces petits détails qui se comptent sur les fins du run en playoff. Après, donc Toronto, j'ai du mal quand même à être catégorique sur leur incapacité à rester dans le top 6, parce qu'ils ont quand même réussi pendant la saison à mettre des coups de collier pendant des périodes assez cruciales. Ils sont restés toute la saison dans ce top 6. Ce serait un peu brisqueur de les voir sortir au dernier moment, sachant que Philly était sur courant alternatif pour des raisons plus administratives que basketballistiques. Exactement. Parce que dès que t'as Paul George qui se fait suspendre, ça influence énormément. Embiid, on est satisfait de voir qu'il est en capacité physique d'être sur le terrain à l'heure actuelle, mais on sait jamais sous quel volume exact on va l'avoir, notre Embiid. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, justement, j'en parlais. Les Raptors ont un calendrier qui va être très, 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 très costaud, parce que ça joue le Magic, ça joue Détroit, ça joue les Celtics, ça joue 2 fois le Heat et ça joue les Knicks. Et ça va être compliqué. T'as comme des matchs contre les Nets, contre les Grizzlies et contre les Kings. Donc on sait, c'est des équipes qui sont déjà éliminées
ils sont déjà le calendrier va peut-être leur coûter leur truc. Ils sont déjà en vacances pour Abidjan. Donc, ils vont tranquillement faire ce qu'ils ont à faire. Parce que, bien évidemment, on dit toujours Cancun, mais tout le monde va pas en vacances à Cancun, hein. Abidjan, Faro. Voilà. Ils sont déjà en vacances. Et eux sont dans la course pour le tanking. Eux, c'est la course pour la draft. Et donc, je trouve que ça va être un peu compliqué pour les Raptors. Philadelphie, j'ai commencé à regarder aussi depuis le retour de Paul George. En plus, Maxey et Embiid reviennent tous en même temps. C'est une très bonne nouvelle pour Philadelphie. Pour moi, Atlanta, c'était sûr. J'avais pas vraiment d'hésitation sur Atlanta. Philly. Déjà, juste le retour de Maxey, parce que Maxey, c'était clairement le meilleur joueur de Philly cette année, hein. On a vu un gros début de saison. Juste déjà son retour à lui. Ouais. Ça ramène déjà quelque chose. Paul George, ça fait 2 matchs là que je vois, plus de 20, je crois plus de 25 points. Il fait du bien. Il fait du bien parce qu'on critique beaucoup Paul George pour pas mal de raisons et c'est justifié, hein. Il y a pas mal de critiques, on se dit qu'il peut faire beaucoup mieux, qu'il devrait avoir une meilleure carrière, qu'il pourrait être un statut de superstar que malheureusement, il a titillé que très peu de fois dans sa carrière. Mais quand Paul George est à 100%, ça reste un excellent joueur, aussi bien offensivement, aussi bien que défensivement. Embiid, bien évidemment, tant qu'Embiid est sur le terrain, il va créer des problèmes. C'est même pas encore en 30-40 points. Mais juste avoir Embiid sur le terrain, ça pose problème parce mais il peut, parce que Embiid peut mettre ses 30 points en 30 minutes. Exactement. Il peut mettre ses 30 points en 25. Et il peut justement jouer une dissuasion défensive aussi que beaucoup de gens ont tendance à oublier quand il est sur le terrain parce que aller monter sur Embiid, aller pénétrer quand Embiid est dans la raquette, je vous le dis, c'est très compliqué. Donc, juste tout ça. Après, niveau mobilité, il peut se mettre en difficulté. Oui. Et surtout, dans la couverture défensive, si tu joues avec un jeu où t'as beaucoup de pick and roll, très haut, Embiid qui est, obligé de jouer en protection, hein, défensivement. Donc, je l'imagine tous familiers avec le concept de protection, mais c'est cette notion, Embiid, c'est pas juste de la protection, c'est de la protection basse. C'est-à-dire qu'il est en drop, il est milieu raquette, et ça met beaucoup de pression sur le boulot défensif à accomplir pour les ailiers et les arrières qui doivent lutter pour passer au-dessus. Et Embiid doit contenir sur 1 ou 2 dribbles. Mais il y a quand même pas mal de joueurs dans la conférence Est à l'heure actuelle qui sont en capacité de prendre le petit tir mi-distance, le mid-range, et surtout qui peuvent accélérer. Et donc si Embiid se retrouve vite avec 2 ou 3 fautes parce qu'il est dans la contestation des finitions, mais qu'il est pris au dépourvu sur les accélérations des arrières, parce que imagine un Donovan Mitchell par exemple. Alors on sait pas exactement le classement final ou autre, mais on peut se projeter sur un match-up éventuellement où Philly finit 5e par exemple. Tu te retrouves avec Cleveland au premier tour. La capacité d'Embiid de contrôler les prises d'intervalle d'un Donovan Mitchell et les prises d'écran, je demande à voir parce que sa mobilité reste quand même aléatoire. Quand il se sent bien évidemment, il a un impact énorme. Mais est-ce que physiquement, il est à même sur une série playoff où tu vas jouer tous les 2 jours et aller potentiellement en 6-7 matchs? Ouais. C'est le seul bémol. C'est vrai. Surtout qu'en plus, parce qu'on en a pas parlé, hein, mais les 4 premiers, ça joue sur ces 2 victoires. Bon, Détroit, on en avait parlé la semaine dernière. Et Détroit qui ça tient. Ça tient pour l'instant, ça tient. Donc il tient la première place. Ça joue dur défensivement, comme tu l'avais dit, hein. Donc c'est très dur défensivement. Donc c'est toujours difficile d'aller jouer à Détroit. Donc là c'est sur 2 victoires d'affilée. Boston qui gagne. Tatum qui commence petit à petit à se remettre dans le bain. Il est pas encore à droit. C'est la maladresse qui manque, mais Boston continue à gagner et ne compte pas laisser New York prendre cette 2e place. Non. On a vu le très beau match de Pritchard en l'absence de Jaylen Brown. 36 points. D'ailleurs, lui, faudra ouvrir un dossier sur Pritchard. D'ailleurs, shout out à Saudi qui a fait une vidéo sur Pritchard à savoir si il pouvait dans une équipe être le franchise. Ça vaut discussion, mais en tout cas, quand il n'est pas là, Jaylen Brown, il fait toujours des gros matchs. Ouais. Et ça, on le sait chez les Celtics. Et Cleveland 4e. Moi, je pense pas que le classement va changer d'ici la fin. Mais en tout cas, est-ce que tu penses qu'une équipe préférerait jouer les Knicks plutôt que les Cavs? Parce qu'en fait, les play-in, il faudrait quand même éviter de jouer Boston et Détroit au premier tour. Personnellement, si ça tenait qu'à moi, Boston, moi j'ai même plus peur de Boston que de Détroit, hein, au final, hein. Mais dans tous les cas, les 2 équipes là, les jeux au premier tour. Mais tu vois là, Détroit bénéficie de la montée en puissance de Jenkins, qui a été énorme face aux Lakers notamment. Et on s'était posé la question, que se passera-t-il face à cette équipe des Lakers qui arrive en plein boom? 9 victoires d'affilée. 9 victoires d'affilée. Avec un Doncic qui est exceptionnel et qui est extrêmement difficile à contenir à l'heure actuelle.
Et le fait de grappiller cette victoire, notamment contre des Lakers qu'on aurait pu attendre venir subtiliser un momentum et mettre en difficulté dans l'optique de finir premier les Pistons. T'as Jenkins qui finit à 30 points, qui met le gros tir à la fin, et tout de suite, ça redonne un élan de confiance et de sérénité à cette équipe de Détroit qui voit avec 4 matchs d'avance sur Boston, une première place quasiment acquise en ce moment. Ouais, en tout cas bien parti. Pour qu'il perde 4 matchs en 8 matchs, non, franchement, je le vois pas. Je pense que Détroit. Et avec le bloc défensif et même la culture au sein de cette équipe. Et puis il y a suffisamment de qualité parce que justement, si t'as un mec comme Jenkins qui peut tirer son épingle du jeu et te faire une explosion à 30 points sur les 8 derniers matchs, ça reste la NBA, ça reste des équipes avec beaucoup de talent mis à disposition. Et souvent, on oublie que dans les équipes Mills, il y a beaucoup de joueurs qui sont cantonnés à un rôle par obligation, par design, mais qui sont totalement en capacité sur n'importe quel match d'exploser et d'amener ce genre de facteur X qui change un petit peu la donne. Alors, est-ce qu'ils peuvent le faire continuellement ou surtout toute la durée d'un mois ou d'une saison? On ne sait pas. Parce que et puis, la dynamique est aussi sur la construction d'un projet de jeu. T'as des joueurs clés identifiés autour desquels tu construis. Ouais. Mais sur un ou deux matchs, on en voit toujours, on va dire, mais lui, là, quoi, 25, 30? Donc, ils sont capables, hein. Ils sont capables. C'est juste, des fois, on leur donne des rôles, et il y a des joueurs devant, il y a une hiérarchie. Faut comprendre que si tu les laisses, par exemple, et regardez parfois les matchs en fin de saison où les franchises ne scorent pas, vous allez voir des joueurs inattendus, mais des 30, des 40 points, ils sont capables de le faire. C'est juste que, il y a une hiérarchie qui est très importante à NBA, et on la change pas comme ça. Non. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais tu me posais la question, est-ce qu'on préférerait jouer les Cavs ou les Knicks? Ça va dépendre aussi, ouais. Le problème, c'est qu'une histoire de match-up. Et c'est une histoire de match-up et de dynamique. Parce que tu sais que quand tu joues contre les Knicks, tu peux potentiellement appuyer sur, j'ai envie de dire, la non-garantie de l'effort défensif d'un Anthony Towns et sur les problèmes de match-up que ça puisse présenter, notamment sur les switches ou sur, je parlais de Embiid et de la difficulté potentielle à couvrir les assauts d'un Donovan Mitchell, des mecs qui aiment s'engouffrer dans les intervalles et accélérer. Anthony Towns, c'est un peu le même souci. C'est un peu le même souci. Et imaginons que t'aies une panne d'adresse de Towns, qui donc n'arrive pas à trouver le chemin du filet et donc défensivement il y a déjà certaines lacunes. Alors oui, quand il est en mode, quand il a envie de faire les efforts, il est tout à fait honorable, il est très correct, un niveau qui puisse permettre aux Knicks de prétendre à beaucoup. Mais t'as jamais de garantie. Il y a ces sautes d'humeur, tu sais, et c'est un petit peu quand on parle de DeAndre Ayton, et je vais pas griller l'étape parce qu'on va parler de la conférence Ouest, mais c'est un peu comme Ayton. On sait jamais sur quel pied il s'est levé, on sait jamais. Oui, sur ces dernières semaines, il dit qu'il accepte son rôle jusqu'au moment où il va dégoupiller et qu'il dit, mais moi, je suis pas Capella, j'aimerais avoir le ballon, j'aimerais être quelqu'un que je ne suis pas et que tout le monde sait qu'il n'est pas. Mais justement, parce qu'on a fini à l'Est, je pense qu'on a tout dit. On en reparlera dans la semaine qui arrive. Mais pour toi, les gens, tu penses qu'ils préféreraient jouer les Knicks ou les Cavs? Les Cavs, ce n'est plus la même équipe. On sait depuis l'arrivée d'Harden, l'adaptation à Harden, c'est très bien adapté. Moi, je préfère largement jouer les Knicks à l'heure actuelle que les Cavs. Après, les Knicks. Tu sais pourquoi? T'as un problème notamment avec Bridges. Ok, qui se fait énormément critiquer, notamment par Stephen A. Smith. Alors on sait que Smith c'est un concept un peu particulier, super fanatique des Knicks, et donc il est extrêmement critique de tout ce qui se passe. Il décortique les moindres faits et gestes de l'équipe, et bien évidemment Bridges en prend pour son grade à l'heure actuelle parce que même que ce soit à l'apport défensif qui devrait être le sien, manque d'adresse, non présence au rebond, voilà, il est pas dans une bonne passe et on lui tombe dessus énormément. Mais le fait de pas être dans une bonne passe, une fois de plus, est-ce que les équipes comme les Knicks sont en capacité juste d'appuyer sur le bouton, ou est-ce qu'on préfère pas plutôt imaginer une équipe qui arrive en surfant la vague d'une bonne dynamique de victoire, d'un jeu collectif qui se trouve, d'une alchimie qui se crée au meilleur des moments? Du côté des Knicks, est-ce que toi tu vois cette alchimie?
Alors ils sont pas du tout dans une dynamique alarmante. 7 matchs gagnés sur les 10 derniers, ok. Mais est-ce que ils présentent autant de garanties et autant de potentiel offensif à l'heure actuelle que le fait les Cavs? Moi, je pense que les Knicks ça va être un combat un peu plus physique que les Cavs. On va pas se baser sur les mêmes paramètres. Exactement. Ouais. Cleveland, offensivement, ça va être très 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 compliqué de tenir Cleveland. C'est un peu comme t'as maintenant James Harden, le mettre à jouer, à Donovan Mitchell qui arrive maintenant à jouer avec un James Harden, ou Harden qui peut prendre feu à tout moment, qui arrive bien à servir aussi à l'intérieur aussi. Donc ça veut dire que l'arrivée d'Harden permet de rajouter encore des options offensives. Offensive à Cleveland. Clairement. Et surtout, si t'as une baisse de régime, Harden peut step up, il peut prendre le jeu à son compte, il peut exploser pour 40, ou il peut simplement être un maestro qui distribue les ballons, et on sait que les Cavs ont la capacité de faire chauffer le moteur. Bon. Mais ça reste à voir. Ça reste à voir. Mais une fois de plus, je pense que ça va être à chaque équipe un challenge particulier sur un match-up précis. Okay. Tu vois, c'est pas défini. T'as pas une sorte de perspective globale où tu dis, peu importe l'adversaire, tout le monde a envie de jouer les Knicks en ce moment. Exactement. Pas forcément. Exactement. Conférence Ouest? Conférence Ouest. Et, il y a beaucoup à dire. Alors, comme je l'ai dit, il y a déjà les 5 derniers qui sont éliminés, donc les Grizzlies, Pelicans, Mavericks, les Jazz et les Kings. Mais de toute façon, tout le monde est éliminé, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest, là. Les tableaux des play-in sont définis. L'ordre ne l'est pas, mais les 10 équipes de chaque conférence sont définies. C'est ça. Et justement, j'en parlais, donc, les play-in, on a donc les Suns à 41-33, les Clippers à 38-36, les Blazers à 37-38 et les Warriors à 36-38. Sachant que on sait pas encore pour un retour de Steph Curry pour la fin de saison, qui pourrait changer pas mal de choses, parce que on sait très bien, un Steph Curry qui revient, c'est plus du tout la même équipe, mais on se dirige Enfin, ça pourrait changer pas mal de choses dans le spectacle proposé et on va dire dans l'attrait d'une série playoff, mais pour moi ça passera pas le premier tour. Tu joues le Thunder ou les je suis même pas sûr que tu gagnes les play-in ou déjà, mais je suis même pas sûr que tu sois en capacité de gagner un match dans cette série. Non, mais t'en as peut-être un parce que t'as un Steph Curry qui te sort un 45 points et que Golden State arrive à faire les stops défensifs sur un match. On sait très bien en NBA comment ça peut se passer, une belle soirée où l'alchimie collective fait que. Ouais. Mais honnêtement, que ce soit contre OKC ou contre les Spurs, je les vois pas gagner plus d'un match. Ouais. Donc s'ils sortent des play-in, j'ai envie de dire tant mieux, mais dans quel but? En tout cas, bon, les portants de 9e, on a les Clippers et les Suns qui se battent pour la 7e et la 8e place. Donc ça se dirige vers un premier tour de play-in entre les Suns et les Clippers, avec le retour de Kawhi Leonard qui fait effectivement du bien aux Clippers. Oui, série de 4 victoires d'affilée là. Ouais, on sait depuis le mois de janvier que Kawhi Leonard fait partie des meilleurs joueurs concrètement de cette partie de saison-là, injouable quand il le faut. Il remplit tous les critères de ce qu'on considère un MVP à l'heure actuelle. Ouais. Je pense que on peut le dire avec beaucoup de pragmatisme. Les Clippers sans Kawhi Leonard, c'est littéralement une équipe de loterie. C'est une équipe en fin fond de classement qui n'existe pas, qui joue dans le même tableau que les Kings ou les Pacers. Donc là-dessus, il y a pas de discussion, notamment avec le départ de Zubac. Alors Mathurin et bien sûr de Zubac et d'Harden. Alors Mathurin est arrivé, mais ça compense pas. Mais ouais, justement. Mais ça fonctionne bien par contre. Ouais, par contre, Mathurin, voilà. Garland, Leonard, c'est un trio en tout cas qui fonctionne bien. On savait pas trop si Garland allait pouvoir s'adapter assez rapidement. Force à dire que franchement, il s'est très très bien adapté dans cette équipe-là. Mathurin aussi. Quand Leonard score un peu moins, il est capable de faire des grosses soirées offensives. Un gros impact, Mathurin. Exactement. Donc, ça colle. Et ça colle avec Tyronn Lue, ça colle avec et c'est pour ça que je dis que les Clippers sont pas forcément perdants dans tous ces trades qui sont passés. Mais c'est une nouvelle équipe et je pense que personne ne va affronter les Clippers. Tu me poses la question entre des Golden State Warriors et des Clippers. On regardait ça un petit peu. J'ai commenté hier soir le dernier match de la saison régulière de la Boulangère Wonder League, donc la ligue féminine française. Et tu as Villeneuve d'Ascq qui s'est fait détruire par Charleville-Mézières. Et donc il y avait Charnay qui jouait le match que je commentais contre. C'était Charnay.
pas regarder ça. Ce que je pensais en jouant des mais non, c'était le blanc total. Charnay, tu parles Landerneau. Ouais, Landerneau, voilà. C'est Landerneau. Donc, deux points d'écart. Hein. Exactement, très bon match et autres. Mais si Charnay avait gagné, Villeneuve d'Ascq se retrouvait 7e. Et tu te retrouvais avec un quart de finale Bourges-Villeneuve d'Ascq. Et si t'es Bourges, Charnay, ça va. Villeneuve d'Ascq, avec l'effectif, avec le potentiel offensif de l'équipe, avec toutes ces choses-là. Et je suis en train de faire ce parallèle parce que une équipe comme les Clippers, sur papier, n'aurait jamais dû se retrouver à cette position-là. Je suis d'accord. Tu vois, quand au démarrage de la saison, et t'avais été très critique envers les Clippers, et t'avais dit si cette saison les Clippers ne sont pas en capacité d'accrocher un top 3, top 4 dans la conférence, vu la qualité de l'effectif, vu la dynamique, le retour en force de Kawhi Leonard et tout ça, je vais vous tomber dessus. Derrière, il y a eu les blessures, il y a eu les échanges, il y a eu un bilan exécrable, horrible, et la rédemption. Le pari fou tenu par Tyronn Lue en disant il nous faut ce nombre-là de victoires, voici quel est notre objectif. On était en train de regarder ça du coin de l'œil en mode ambitieux, l'ami Tyronn. Et il a assumé. Et les Clippers sont concrètement dangereux. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas un premier tour. Autant tu te dis que les Warriors, tu les vois pas gagner 1 ou 2 matchs face au Thunder ou à San Antonio, autant les Clippers, tu te dis voyons ce qui va se passer. Ouais, exactement. Voyons ce qui va se passer. Parce que personnellement, je vois même battre les Suns, hein, au premier tour. Moi, personnellement, ils peuvent gagner sur un match direct. Les Suns, ça se joue, hein. Ça se joue. Bien sûr. Mais, on a un gros mais il serait matché, quoi qu'il arrive, avec le number 1, number 2 seed. Oui. Et c'est pour ça que je te parle de ce match-up-là. Dans tous les cas, c'est compliqué. Parce que moi, je te parle des Clippers parce que j'assume, entre guillemets, j'anticipe qu'ils vont se qualifier. Je les vois pas sortir du play-in. Oui, moi non plus. Et c'est là où, bien évidemment, on a le Thunder et le Spurs, eux, qui font championnat à part, hein, dans cette conférence Ouest où les Thunder étaient à 10 victoires, des Lakers qui sont 3e. Donc, il y a que les Spurs, les Thunder qui se battent pour la première place. On en parlera un petit peu après, mais entre la 3e et la 6e place, c'est très, très, très sérieux parce qu'on a les Lakers à 48-26, les Nuggets à 47-28, Minnesota à 45-29 et Houston à 44-29. Houston a de la chance. Houston a de la chance d'avoir créé un écart suffisamment conséquent avec le reste de la troupe pour vraisemblablement rester dans le top 6. Parce que il y aurait la même bataille au niveau du bilan qu'à l'Est. Houston, c'était presque garanti de les voir sortir de ce top 6. Et c'est l'équipe à l'encontre de laquelle j'ai le plus de choses à dire. On t'écoute. Tu vois, Houston, c'était avant le démarrage de la saison mon facteur X de la conférence. Ouais. Tu te souviens, j'en avais parlé. Avant la blessure de Van Vliet, ouais. Voilà, avant la blessure de Van Vliet, j'étais très séduit par l'arrivée de Kevin Durant. Je trouvais que la re-signature de Steven Adams était bien pensée. J'étais vraiment intrigué par cette raquette dense, profonde. L'apport du scoring de Durant et sa maturité et son expérience du très haut niveau et des titres qui, bien évidemment, avec un Jalen Green beaucoup plus vert, beaucoup plus immature également, pour presque un one shot et des résultats à très court terme, je comptais vraiment, et j'en avais même parlé avec Dominique Boukaza, mon mentor qu'on invitera sur l'émission dès que ce sera envisageable avec la différence d'heure. Puisqu'il est du côté de la côte ouest, lui, aux États-Unis. Maintenant, t'as eu quoi? Van Vliet qui se blesse. À ce moment-là, je l'avais annoncé, tu te souviens en début de saison, j'ai dit, là, j'y crois presque plus. Je vois pas comment, s'il ne compense pas, et peut-être qu'ils auraient dû prendre ce pari fou et d'investir dans une signature de dernière minute d'un Chris Paul qui s'est fait wave. Parce que ils avaient besoin d'un général. Un gestionnaire de jeu. Un gestionnaire de jeu, un gestionnaire de tempo et un distributeur de ballon aguerri et fiable.
et de permettre surtout à Kevin Durant de pas faire ce qu'il est en train de faire à l'heure actuelle, de monter la balle, de se fatiguer, de s'épuiser, de jouer entre 38 et 42 minutes tous les matchs à 38 ans et donc d'avoir un manque de lucidité en fin de match parce qu'il est complètement grillé physiquement et que surtout il est en train de prendre un rôle qui n'est pas le sien. C'est-à-dire d'être lui le distributeur de ballon, lui le gestionnaire du tempo, lui le gestionnaire de l'horloge et de la dynamique des équipes. C'est pas son boulot, ça ne l'a jamais été. C'est un finisseur, c'est un tueur à gages, un sniper, mais ce n'est pas le gars à qui tu dois donner cette gestion-là. Ouais. Donc, tu as eu ce premier élément où, à la fin de la trade deadline, il y a eu 0 ajustement. Tu te dis que les Rockets ont besoin d'un meneur, on s'attend, même si c'est rien de spectaculaire, au moins que tu essayes d'adresser ce problème. De trouver un minimum de solutions, d'alternance pour se donner ne serait-ce qu'une moindre chance de faire quelque chose. Il y a pas. La transition défensive des Rockets, elle joue dans la même cour que celle des Kings. Elle est inexistante. C'est-à-dire qu'on a des carences défensives absolument énormes. J'ai encore du mal à comprendre pourquoi Sengun est utilisé comme finisseur. Sengun, c'est un joueur à la Jokic. Je ne suis pas en train de dire qu'il est à la même échelle, mais ça reste au niveau international un des rares joueurs avec lequel on peut avoir cette conversation, notamment dans une projection à moyen terme. C'est un facilitateur, un joueur capable de distribuer la gonfle, de faire des passes, d'être une tour de contrôle sur du post-up. Il y a énormément de similitudes entre Jokic et Sengun. Mais on l'utilise quasiment exclusivement comme finisseur, c'est-à-dire vas-y, mets-nous des paniers sous le cercle. Ouais. Et donc tu te retrouves avec ce problème qui s'entrecoupe, parce que maintenant Kevin Durant doit être dans la distribution. Pourquoi on n'utilise pas Sengun comme facilitateur? Et là, on retombe sur le dernier point, c'est Udoka. Et pourtant de base qui est considéré comme un des meilleurs coachs de la ligue, mais je trouve que il va trop loin dans son trait de caractère, c'est-à-dire ouais, c'est un coach dur. Ok. Moi, j'aime les coachs durs. Je suis moi-même un coach dur. Donc, philosophiquement, j'aime bien cette idée. Mais à un moment donné, il faut aussi prendre sa part de responsabilité. D'être là à toujours mettre les mecs dans les journaux, à dire que c'est toujours la faute des mecs, de dire qu'ils n'étaient pas préparés. Mais attends, c'est le boulot de qui de préparer les joueurs? C'est pas ton boulot. Et c'est là où je me dis que les Rockets, j'avais envie de déverser un petit peu ma déception parce que c'était l'équipe dans laquelle je croyais finir top 2 de la conférence au début de l'année. Après, on voyait pas les Spurs non plus faire une saison pareille. Bien sûr, mais même avec les Spurs actuels, avec Van Vliet et une distribution des rôles différentes et je pense aussi qu'il y a beaucoup de problématiques qui dans les émotions qui se sont créées au fur et à mesure. Tu vois qu'il y a une dissension entre Durant et Sengun. Tu vois que Sengun est frustré. Tu vois que Durant est frustré, tu vois qu'Udoka est très frustré vu ses déclarations et vu son comportement et la négativité constante qu'il y a autour de ce vestiaire. Il y a eu le scandale des tweets supposés d'un burner de Kevin Durant. Il y a trop de trucs. Donc et puis Steven Adams qui manque. Steven Adams, c'est un mec qui met de l'ordre dans le vestiaire aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Et donc voilà, je voulais communiquer ça parce que j'ai pas eu l'opportunité de le faire et vu qu'on parle de ce dossier-là, des équipes 3, 4, 5, 6, là, Houston, désolé, mais j'ai aucune foi dans quoi que ce soit, là. Ouais, parce qu'en fait, là, les Timberwolves, 45-29, faut rappeler que Edwards, en ce moment, est blessé. Donc, là, ils sont en train de tenir sans lui, et pour l'instant, ils gèrent plutôt bien. C'est pas c'est un peu compliqué, c'est normal, hein. Edwards, c'est quand même le meilleur joueur de Minnesota et l'un des meilleurs joueurs de la ligue. Les Nuggets, ce sont 5 victoires d'affilée. 5 victoires d'affilée, donc notamment des grosses prestats, notamment un match à 50 points de Jamal Murray. Et Jokic, énorme. Un triple-double. Enfin, on sent que depuis, je pense, la défaite contre les Lakers, il y a eu quelque chose qui s'est réveillé chez le mode playoff un peu qui s'est activé. Tout le monde est présent. Il faut gagner les matchs. Ils ont appuyé sur le bouton, là. Exactement. Et donc voilà. Lakers continuent, eux, à bien gérer pour l'instant. Il y a 2 défaites d'écart avec les Nuggets. Il faut bien gérer. Parce que pour moi, une 6e place, c'est beaucoup mieux que d'affronter pour moi Denver. Parce que pour moi, Houston va finir 6e. Pour moi, ils finiront pas devant Minnesota ou les Nuggets, à part vraiment... La timeline du retour d'Edwards... On sait pas encore. Il n'a pas encore été annoncé. Mais en tout cas, je vois pas finir devant... Pour moi, Denver, ils finissent 4e ou 3e. Oui. Non, Denver descend pas en dessous. Hein. Voilà, exactement. Donc ça veut dire que pour les Lakers, déjà, finir 3e, ça veut dire éviter
les Nuggets, je pense pas qu'ils veulent affronter les Nuggets vu les dernières années, tout ce que les Nuggets font aux Lakers premier tour. Ce serait évitable, enfin, pour les Lakers d'affronter Denver. Mais je pense qu'ils seront pas sur une route qui va se croiser. Sur des routes qui vont se croiser, excusez-moi, parce que ils vont finir 3e, 4e, 4e, 3e. Dans quel ordre, on sait pas encore, mais donc c'est finale de conf, les finales de conf. Voilà, ils vont pas se retrouver avant un certain moment. C'est plutôt quel serait le match-up, et Minnesota aimerait bien avoir l'avantage du terrain, peu importe le match-up, et ce serait un match-up vraisemblable soit avec les Lakers, soit avec Denver. Et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'on sait déjà la série explosive qu'on avait eue exactement contre les Lakers. On sait la série explosive que ça va nous promettre si jamais c'est contre Denver. Donc l'avantage du terrain peut jouer un rôle crucial dans la continuité du parcours playoff pour les Wolves. Et ce qui va être intriguant, c'est de voir est-ce que si les Lakers auront oui ou non la capacité de vraiment trouver une fondation défensive constante. Ils ont montré par intermittence qu'ils pouvaient faire quelques ajustements et monter en pression, mais est-ce qu'ils vont le faire sur toute une série playoff? C'est ça qui va être intéressant. Exactement. Sachant qu'on a bien évidemment, on le dit, un Luka Doncic qui est juste hors norme depuis le mois de mars, enfin depuis le début du mois de mars, et qui est exceptionnel, qui tourne à 38 points de moyenne. Enfin, c'est quelque chose de totalement dingue, qui a notamment eu sa suspension, contre, là, il va être suspendu contre Washington, mais je pense pas que les Lakers ont vraiment besoin de Doncic pour battre ce Washington-là. Ouais. Tout ça pour dire que ça va être très, très, très costaud. Si on revient la semaine prochaine en vous disant que les Nuggets sont passés devant les Lakers, faut pas être totalement surpris. Oui. Parce que ça peut arriver. Il y a un match et demi, entre les deux. Exactement. Il y a un match et demi, et les Lakers vont affronter Cleveland, 2 fois le Thunder, les Warriors et les Suns. Donc ça veut dire que c'est pas des matchs faciles. Tu affrontes 2 fois le Thunder qui est premier de la conférence. Et qui veut maintenir ça, mais qui a les Spurs aux fesses, parce que les Spurs sont à 8 victoires d'affilée. Et les Spurs ont le différentiel en faveur dans un match-up direct. Exactement. Mais là, il y a un débat. On va finir sa conférence ouest sur ça, parce que il y a le classement, justement, NBA, de la NBA sur le classement MVP. Et Wemby est passé premier, alors qu'il était même pas peut-être top 3 à 2-3 semaines. Ça fait débat. La NBA aime trop le storytelling, Elle aime trop le storytelling. C'est pour ça que là, faut mettre les bases. SGA était parti pour bien finir numéro 1. Il y a 2-3 semaines, on parlait d'un débat entre Jokic et SGA. Et ça fait du mal à ta déclat, toi, Moi, personnellement, j'avais annoncé SGA. Et t'as dit la course est pliée. Pour moi, elle était pliée. C'était bisous. Tu voyais Luka Doncic arriver dans le top 3 parce que son mois de mars c'était exceptionnel. Et d'un coup, Wemby passe numéro 1. Il y a des déclarations, par exemple, Doncic et Austin Reeves qui disent qu'ils comprennent pas ce qui se passe parce que Doncic, d'un coup, il descend à 4e place. Il dit plus il est fort, plus il descend. Ça, moi, j'ai pas compris parce qu'il enchaîne les grosses perfs. Les matchs à 40 points. Maintenant, je te pose la question, et je pense que beaucoup se posent la question aujourd'hui. Est-ce que Wemby peut devenir le plus jeune joueur de l'histoire à être MVP? Parce que s'il le gagne là, bien sûr. Est-ce qu'il peut? Bien sûr. Est-ce qu'il va? Je ne sais pas. En fait, là, c'est là, parce que du coup, l'année prochaine, je pense pas qu'il sera le plus jeune, mais est-ce que là, pour toi, il peut vraiment le prendre? On sait que la NBA adore le storytelling. Et la déclaration de Wemby qui reste malgré tout le visage de la NBA pour les 20 prochaines années. Et c'est, je pense, un élément assumé par le front office du haut de la pyramide. Je te parle de Adam Silver et donc du bureau exécutif de la NBA. Ils savent pertinemment que dans leur expansion, qui est toujours tiré vers l'international, tiré vers l'Europe, tiré vers l'Asie, tiré vers l'expansionnisme NBA, qui est également aussi tiré sur l'expansionnisme au sein du territoire, puisqu'il y aura le prochain sujet dont on va parler avec les 2 franchises qui arrivent. Wemby, c'est pas un dossier qui est sous-estimé. Et Wemby, je n'ai pas envie de dire qu'ils ont envie de le caresser dans le sens du poil, parce que ce serait retirer la véracité du mérite qui est le sien dans la conversation du MVP. Est-ce qu'il mérite d'être dans cette conversation? Complètement. C'est même pas discutable. Son impact défensif est incroyable. Il est à quasiment 6 contres par match. Et puis les contres, ce sont pas les types de contres dont on a l'habitude avec des Dwight Howard, des Dikembe Mutombo, des Hakeem Olajuwon, c'est-à-dire beaucoup de la raquette, où c'est juste des oppositions directes, où c'est la culture du jeu à l'ancienne, où c'est les duels de pivot, et puis t'as la muraille.
Même si Kim Olajuwon avait cette mobilité où il pouvait aussi faire des close-out mais Wemby, il est en capacité de contrer les tirs à 3 points alors qu'il a les 2 pieds dans la raquette. Il est en capacité, sans même regarder la balle, de renvoyer d'où ça vient les paquets. Et puis surtout, il a cet impact, l'influence dans la volonté des mecs de même aller se frotter à l'idée d'aller faire un lay-up. Ouais, mais surtout, tu vois, ça change le jeu même de l'adversaire. Et surtout qu'il a un depoy quasiment assuré, hein. Là, le depoy, il y a même pas de discussion. Le depoy, on sait que ça va être le sien. C'est pour ça que, et justement, j'ai vu une stat, et là, ça relance un peu, hein, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de débats aussi par rapport aux 65 matchs, etc. Bon, on n'en discutera pas là. Ouais. Mais, tu vois, par exemple, à LeBron James, qui est inéligible en termes de match, pas en termes de niveau, hein, c'est pas le niveau dont je parlais aujourd'hui, mais à plus de minutes qu'un Wemby qui est éligible. Ouais. Est-ce que des fois, ça aussi, cette chose-là peut pas poser aussi problème dans le sens où un joueur joue moins de matchs, mais a plus de minutes dans le total? Non, pour moi, c'est indépendant complètement. Et je veux vraiment le dire de manière très claire, pragmatique, et je pense qu'il y a même pas de discussion. La gestion du temps de jeu d'un joueur sur un match, parce qu'on peut penser à un SGA, par exemple, qui en début de saison jouait pas les 4e quart-temps. Ouais. Il y a une gestion de match. Et il y a une gestion de saison. T'as 82 matchs dans une saison, et donc il y a la gestion des organismes, la gestion de l'effectif, la distribution des vivres au sein de cet effectif, d'impliquer le plus de mecs possible potentiellement, de mettre en confiance le plus de mecs possible potentiellement, d'avoir multiples options si baisse de régime ou blessure. Et on a vu, les Spurs ont réussi à tenir la baraque, les Nuggets ont réussi à tenir la baraque, même OKC a été décent quand il y a eu les stars qui se sont blessés. Ouais. Et donc, tu ne fais pas ça si t'as pas une responsabilisation du reste de l'effectif. Si tout est construit et tout est basé uniquement et solennellement autour d'un seul joueur, si ce joueur ne peut plus jouer, je pourrais prendre les Bucks en exemple, dans la construction d'équipe et la dynamique du jeu, tout s'écroule. Ouais. Et donc, c'est pas le cas de ces franchises-là. Donc, tu peux pas non plus critiquer un Wemby qui a des statistiques dantesques avec un temps de jeu limité. C'est encore plus impressionnant. Ça veut dire que là, tu pars à la productivité et à l'efficacité. Et je suis plus un mec qui veut être dans la qualité que la quantité. Donc, le fait que tu joues 48 minutes et que donc que tu aies des stats, quelles qu'elles soient, en comparaison à un mec qui joue peut-être 12 minutes de moins par match que toi, mais qui a malgré tout des stats comparables. Oui. Donc c'est pour ça que tu sais, il y a ces statistiques de points à la minute, plus moins sur le terrain, et tu vois toutes ces choses là. Donc je veux vraiment que on mette de côté une conversation qui serait une perte de temps dans l'absolu, parce que le nombre de minutes que tu joues n'a rien à voir avec la présence que tu as sur chaque match. Ok. Donc là, de toute façon, on est sur 2 courses dans la conférence Ouest totalement. Il y a la course à la première place entre le Thunder et les Spurs. Mais le storytelling, tu vois l'importance que ça a. Parce que Wemby fait sa déclaration, et c'est même Draymond Green qui a réagi par rapport à ça. Il a dit, voyez, j'ai détesté le fait que Wemby en parle, mais j'ai adoré. J'ai détesté parce que il a eu besoin de le faire pour que les gens s'en rendent compte, et j'ai adoré le fait qu'il ait eu le courage de s'auto-promouvoir et de clamer haut et fort. Parce que pour moi, sans cette déclaration, je pense que c'était terminé, on n'en parlait plus. Oui. Parce que ça tournait vers là. Mais on a cette chose-là où les Spurs, on connaît l'histoire de ces Spurs, personne ne les voyait à ce niveau-là. Ça joue très bien, ça se bat pour la première place. Les éléments, on les a déjà mentionnés, mais le problème que j'ai, c'est-à-dire que ça ne tient qu'à une déclaration. Et c'est là où on peut commencer à remettre un petit peu en question les aboutissants, tu sais, de cette élection du MVP. Si ça ne tient qu'à une déclaration de quelqu'un pour que les votants disent « Ah bah oui, ah bah non, mais d'accord ». Donc ça veut dire que tout ce que vous avez dit, mis en avant, pensé et cru pendant 73 matchs, disparaît d'un coup. Donc c'est dans les 10 derniers matchs de la saison qu'il y a un jump comme ça. Alors c'est différent parce que Wemby était dans ce top 4. Oui. Donc il sort pas de nulle part. Oui, okay? il sort pas de mais c'est là où tu te dis aussi, c'est quand même paradoxal que Doncic était remonté dans la course au MVP jusqu'à presque la 2e place, et qu'on était vraiment en train de se poser la question, et que derrière, une semaine plus tard, il y a juste une déclaration et Doncic continue de monter en pression et de confirmer sa dynamique, et il passe de la 2e à la 4e place. Donc c'est là où j'ai envie de remettre en question un petit peu ce qui se passe, parce que si c'est une déclaration pour que Wemby passe premier et que t'as un des candidats qui lui n'a pas baissé de régime et passe de la 2e à la 4e place alors que son équipe continue à gagner et que lui continue d'enchaîner les matchs à 40 points,
Donc c'est c'est le cirque, quoi. C'est le cirque. Parce que maintenant, c'est trop aléatoire. On sait pas sur quels critères se reposer. On sait pas qu'est-ce qui définit concrètement la notion du MVP. Et c'est un débat interminable. Et je pense que si la NBA s'attelle à essayer de corriger le tir avec le tanking, elle devrait aussi essayer de s'atteler avec quels sont les paramètres à prendre en considération pour l'élection du MVP. Ok, d'accord. Donc, on a terminé sur ce grand sujet entre qui finira où dans la conférence Ouest et la conférence Est. Là, on va parler d'un autre sujet qui concernera le futur proche de la NBA, parce qu'on va parler du NBA qui passera de 30 à 32 équipes. Et nous aurons 2 nouvelles franchises qui sont Las Vegas et le retour historique de Seattle. Parce que bien évidemment, les fans de Seattle, les habitants de Seattle l'attendaient depuis très très longtemps. Ils n'étaient pas seuls. Hein. Il y avait des pétitions, il y avait pas mal de demandes depuis des années pour que Seattle retrouve une franchise. Et là, ce sera chose faite parce que Seattle va retrouver une franchise. Et je pense que ça fait du bien aussi à l'NBA de revoir Seattle, parce que Seattle est vraiment une ville de basket. Une ville basket, ouais. Une ville basket dans l'état du Washington. Écoute, moi, je suis très heureux à l'idée de savoir que on va avoir le retour du basket à Seattle. Je suis assez séduit par la notion que le basket atterrisse du côté de Vegas également. Pour les historiens de la March Madness, on sait, hein, il y a les UNLV Rebels qui ont écrit certaines des pages les plus mémorables du basket universitaire. Et il y a aussi l'équipe WNBA aussi. Et il y a les Aces qui sont bien évidemment qui gagnent trois titres sur les 4 derniers. Voilà, et on sait que même au foot américain, il y a eu une transition du côté de Vegas et ça se passe très très bien. Donc, si on se pose la question vis-à-vis de la réussite du projet sportif, d'aller à Vegas, il n'y a pas un exemple de projet raté. Les Aces, c'est réussi. Les Raiders, c'est réussi. Donc, pourquoi est-ce que une franchise NBA ne marcherait pas? Et puis, j'ai envie de te dire, au-delà des casinos où, bon, il y a les gens qui y vont pendant les périodes chaudes, qui aiment bien aller... il y a aussi la NBA Cup, hein, qui fait fort aussi là-bas. La NBA Cup. Mais je veux dire, Vegas, il fait chaud toute l'année et il n'y a aucune autre activité à part le casino et le sport. Ouais. Donc, une franchise sportive NBA avec le prestige de pouvoir accueillir tous les meilleurs talents internationaux et toutes les franchises historiques et légendaires de la ligue du côté de Vegas, vous en faites pas, il y a du monde qui va rappliquer. Les courtside seats, ils vont être vendus au prix fort, donc je suis pas du tout inquiet. On a eu cette conversation sur le space et j'ai envie de te lancer sur ça, Mills. Toi, tu penses quoi par rapport à la notion que il y a eu Tracy McGrady qui est intervenu et qui a parlé du fait que la NBA n'est pas en position d'accueillir de nouvelles franchises parce que le talent va être complètement dilué, il n'y a pas suffisamment de talent pour avoir assez de qualité qui justifie de ramener 2 équipes supplémentaires. Qu'est-ce que toi tu penses de l'arrivée de ces 2 franchises et est-ce que toi tu crois dans ce concept qu'il n'y a pas suffisamment de talent et que ça va diluer le niveau global? Pour moi, on en parlait tout à l'heure, en plus indirectement, c'est pas qu'il n'y a pas assez de talent. C'est savoir comment utiliser ces talents-là. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont en NBA, hein, qui jouent des rôles de 8e, 9e rôle. On a parlé de Pritchard, hein, qui est remplaçant. Mais dès qu'il a eu temps de jeu et qu'il n'y a pas le titulaire, bah, c'est du 35, du 36 points. C'est, comme on l'a dit, hein, des joueurs NBA, si tu les mets dans des rôles de franchise, des rôles assez élevés, ils peuvent jouer. C'est juste qu'ils s'adaptent au rôle qu'on leur donne. Maintenant, tu arrives dans une nouvelle franchise. Ça va être en fonction du coach. Ça va être quoi la philosophie de jeu? Parce que entre une philosophie et une autre, ça peut être différent. Quand tu joues par exemple pour un Spoelstra et quand tu joues pour un Phil Jackson, tu joues pas de la même manière. C'est pas le même jeu. Oui. Tu peux très bien jouer là-bas et très mal jouer là-bas. C'est 2 choses qui sont très différentes pour moi. Pour moi, il y a des joueurs. Il y a plein de joueurs aussi qui n'arrivent pas à rentrer à NBA parce que justement, c'est assez fermé, c'est quelques 400 joueurs. Donc, le fait de dire qu'il y a pas assez de joueurs, pas assez de talent, pour moi, je n'y crois pas, personnellement. Je trouve qu'il y a quand même du talent. Moi, c'est juste de savoir comment tu vas adapter le jeu et comment tu vas créer la structure de ton équipe. Donc c'est aussi le projet sportif en lui-même, c'est-à-dire quel type de jeu tu pratiques. Parce que si tu pratiques un jeu basé sur l'isolation et le talent individuel, McGrady n'a pas tort. Parce que tu vois,
Et je sais ce que tu voulais formuler quand t'as dit il y a des mecs qui sont capables de jouer en mode franchise player, tu vois. Tu dis pas on a assez de talent pour avoir des mecs de la trempe des franchise players les plus réputés, mais tu veux dire qu'il y a des mecs talentueux qui sont capables de sortir de leur boîte pour mettre un 30 points n'importe quelle soirée. Exactement. Et je te disais, moi, c'est la capacité de le reproduire day in, day out, night in, night out. Moi, je suis plus sur la notion où on pense souvent, par exemple, Mike James, qu'on a la chance, nous, d'avoir en Betclic Elite. Et qui a emmené Monaco en finale de l'Euroleague la saison passée. Ouais. Ami de Kevin Durant, hein. Voilà. Vous devez tous le savoir, j'imagine. Mike James, quand il a joué du côté de Phoenix, c'était 10 points par match, hein, avec 18 minutes de temps de jeu. C'est-à-dire qu'au niveau du talent et au niveau de la capacité de scorer des buckets, il y avait pas vraiment de doute par rapport à ça. Et il faisait du bien aussi quand il jouait à Brooklyn avec Durant. Et il faisait beaucoup de bien. En sortie de banc, ouais. Et il y a une raison pour laquelle Kevin Durant le respecte il va même voir des matchs à Monaco, hein. Et exactement. Au-delà de l'amitié qui s'est créée entre ces mecs-là, il y a surtout l'appréciation du talent de basketteur de Kevin Durant pour Mike James. On est d'accord sur ça. Et on sait que c'est un étudiant du jeu, Kevin Durant. Si t'apprécies ton jeu, c'est que... Ouais. Voilà. Et donc, tu vois, des mecs comme Mike James, dont on sous-estime quelque part la capacité ou le talent à briller en NBA, il y en a pas mal. Il y a pas mal de mecs Euroleague qui n'ont pas forcément l'opportunité d'avoir un rôle qui convienne à leur ego et qui convienne à ce que veulent les franchises NBA. Exactement. Parce qu'ils veulent peut-être des mecs plus... Look, on sait que toi, tu es là, candidat MVP pour l'Euroleague, gros joueur en Europe et autres. Gros CV, t'as même été un mec drafté, t'as même été un mec dans la boucle, mais ton parcours a fait que ça n'a pas forcément réussi. Là, t'as des opportunités avec ces équipes d'expansion déjà, où, pour rappel, la manière dont se construisent les effectifs des équipes d'expansion, il y a une sorte de marché aux puces qui est en train de se mettre en place, où tu as des joueurs protégés dans chacune des franchises. C'est 7 ou 8, c'est ça? Ouais, exactement. 7 ou 8 qui sont intouchables. Et puis, t'as le reste de l'effectif où tu peux faire ton marché. Bah, je trouve quand même qu'il y a pas mal d'équipes qui ont des effectifs profonds, avec des joueurs de qualité. Et tu parles d'un Pritchard qui sera, je pense, un des joueurs protégés du côté de Boston. Mais ce sont des mecs où, initialement, il y a des profils. Tu penses à McClung. McClung, qui est le meilleur marqueur de la G-League à l'heure actuelle, qui tourne à 22 points par match, qui a fait un match à 59, là. Et tu dis, un mec comme ça, techniquement, si la G-League est supposée être la ligue de développement, bah, t'as plein de mecs qui attendent leur heure. C'est peut-être l'opportunité de leur donner leur chance. Exactement. Et puis t'as plein de mecs en Euroleague. Et puis aussi, quand tu regardes le talent à l'heure actuelle en NCAA avec des joueurs beaucoup plus aguerris, puisqu'il y a beaucoup moins de mecs de 18-19 ans qui sortent tout de suite. Il y a beaucoup d'argent à prendre en NCAA. Les mecs font leur formation, arrivent plus prêts, plus pro, à 23, 24 ans en NBA. Et surtout que ça ne dilue pas le niveau. Surtout que les franchises, on n'attend pas non plus que de Las Vegas ou de Seattle de gagner dès la première année. Oui. Donc ça veut dire qu'ils ont un peu un petit temps d'adaptation. On va pas attendre qu'ils gagnent directement. Donc une année où faudra se construire ensemble, peut-être deuxième, troisième année, là faudra chercher les playoffs, aller chercher le titre. Donc je pense que déjà ça, à partir du moment où tu vas chercher les joueurs, peut-être comme tu as dit en G-League, les joueurs qui sont pas protégés, et t'arrives à bien assimiler, parce qu'on le sait. Et puis tu draftes. Et puis t'as l'avantage d'avoir une draft favorable. Là, ces prochaines années, ça va être de très belles drafts. Ouais. Et comme on l'a vu, comme on voit les numéros 1 aujourd'hui, que ce soit le Thunder, que ce soit le Spurs, que ce soit les Pistons, que ce soit les Celtics, c'est pas une avalanche de superstars, comme on avait l'habitude de voir, par exemple, avec le Heat de LeBron ou quoi que ce soit. C'est des équipes qui ont très très bien choisi leurs joueurs, qui connaissent leur rôle et qui, justement, font que ça devient une bonne équipe. On l'a vu la finale. Le Thunder. Mais vas-y, fais la découpe. Le Thunder. Holmgren. Tu vois. Au choix de la draft. Ouais, exactement. Shai. Un trade. Ouais, dans un trade. Caruso. Un trade. Jalen Williams. Lou Dort. C'est pas le joueur que tu vas, c'est Lou Dort. On n'est pas en train de te parler de loterie, hein. On est en train de te parler d'un joueur de rôle, défenseur, qui peut mettre un peu dedans, sur courant alternatif au niveau de l'adresse. Mais t'as créé cette alchimie. Il y a Williams qui est arrivé, par le biais de la draft. Tu vois, t'as une construction intelligente qui s'est faite au fur et à mesure. Mais donc là, on est en train de mettre le doigt sur quoi? Sur la qualité du management. Exactement. C'est moi le plus important, parce que si on parle du succès de ces franchises potentiellement, ça va pas être simplement le fait d'être dans un marché séduisant, ça va être le fait de mettre les bonnes personnes au bon endroit pour pouvoir justement créer un projet sportif de qualité. Mais moi je suis d'accord. Regarde la finale NBA, Thunder contre les Pacers, et tu le vois là.
est-ce que tu parles de LG est une superstar, oui, d'accord, mais Indiana, on a Haliburton, on parlait de joueurs surcotés. Ouais, mais elle est superstar, mais est-ce qu'elle était superstar quand elle est partie là-bas? Non. Mais tu vois, donc ça fait que, pour moi, ça va jouer sur ça. Comment, si on parle du Thunder, on parle de Boston, comment ils sont reconstruits. Donc Boston sera construit comment? Avec Tatum draft, Brown draft, avec des Pritchard, avec tous ces joueurs-là qu'ils ont réussi à prendre pour pas grand-chose, en fait, au final. Ouais. Donc, je pense que pour que les franchises comme Las Vegas ou Seattle fonctionnent bien, ça va pas être, oui, une superstar directement, non. Je pense que le management va être très important, et si on arrive à mettre les bons joueurs au bon moment, avec un coach qui colle bien, et avec une philosophie comme par exemple les Spurs cette année. Regardez le problème par rapport à des franchises comme Sacramento, comme Dallas, c'est new management. Il y a des ultra riches, des billionnaires qui arrivent et qui ont envie de faire joujou et qui se disent, moi, je veux une franchise NBA. Je veux mon joujou. Je veux moi aussi rentrer dans la cour. Je veux faire comme Ballmer. Je veux faire comme ces mecs-là. Et on va virer des mecs comme, Mark Cuban n'a pas été viré, mais il a été écarté au fur et à mesure du projet sportif. Donc, il y a des décisions complètement débiles. T'as, par exemple, du côté de Sacramento, Malone coach Malone qui s'est fait virer, alors qu'il était très connecté avec la star de l'équipe, DeMarcus Cousins à l'époque. DeMarcus Cousins qui dégoupille le moment où il y a son coach avec lequel il a créé, une confiance et une alchimie. Ça va pas bien. Derrière, il y a un petit soupçon d'espoir. Il y a Light the Beam et on se dit, bon, les playoffs contre Golden State, une émulation, l'Arco Arena qui est en folie. On se dit, peut-être le retour des Kings. Et puis, allez, on détruit tout de nouveau parce qu'on n'a aucune compréhension de ce qui se passe dans un projet sportif basket. Parce que l'ultra riche à la tête du projet sportif, c'est un enfant gâté. Il est riche. Il pense qu'il peut acheter le succès. C'est pas comme ça. Même chose du côté de Dallas. On va trade Luka Doncic et puis on va récupérer 2 chips et un bounty. 2 paquets de chips et un bounty. Vous êtes sérieux les mecs? Donc maintenant vous vous retrouvez en mode loterie. Alors vous récupérez Cooper Flag, on sait aussi un peu comment ça s'est passé. Excusez-moi, je suis pas un mec des histoires saugrenues, mais c'est quand même assez surprenant. Mais c'est surtout le fait qu'il y ait le trade qui ait lieu, qui sportivement n'a absolument aucune logique. Et donc qui valide ça? Et c'est pour ça que je dis, du côté et si la NBA veut briller, il faut que les projets qui soient acceptés, parce que vous savez que c'est un appel d'offres, c'est validé qu'il y aura 2 nouvelles franchises, mais par contre, on ne sait pas encore qui sera à la tête de ce projet-là. Et donc, pour moi, la NBA doit apporter une attention très particulière à l'équipe dirigeante qui va prendre en charge ce projet et quels seront les choix et les personnes mises aux positions clés sportivement, qui prendront les décisions. La NBA doit pas simplement dire oui, on va prendre un nouveau promoteur de casino ou je ne sais quoi, parce que si c'est ça, les gars, Vegas et Seattle, sportivement, ça va être... Exactement. Bref. Mais donc voilà. Donc on attend bien évidemment la suite pour la suite des événements, pour savoir comment ça se passe, qui prendra la tête et bien évidemment quand ces équipes-là rentreront en NBA. Tu choisis March Madness ou Euroleague? Faisons March Madness. March Madness? March Madness. On arrive aux portes du Final Four. Et comme tu l'avais dit, il y a des confrontations qui sont très très intéressantes. Je pense que Illinois et du côté masculin, on sait que Illinois et l'Arizona sont les 2 premiers au Final finalistes du Final Four. Illinois, petite surprise. Je te laisse. Illinois, petite surprise, mais une fois de plus, j'en démords pas. Il nous reste 10 minutes. J'en démords pas. On se retrouve avec cette région est où tous les gros s'entretuent et se sont entretués, et ça a dilué un petit peu, je pense, la réelle capacité d'avoir peut-être des équipes de stature plus forte qu'un Illinois au Final Four. Alors après, j'ai envie de dire que Florida a pas été à la hauteur, le number 1 seed de la région. Bon, mais que t'es Iowa qui soit allé jusqu'à Elite 8, la surprise de ce tournoi. Exactement. Donc on est dans l'attente de voir ce qui se passe, et ce sera ce soir, je crois, entre Michigan et Tennessee dans le tableau masculin. La nuit de dimanche à lundi. Exactement. Et puis on attend de voir ce qui se passe entre. C'est au-dessus, je crois. Ouais, c'est lequel? On attend.
On attend de voir. C'est Duke Yukon. Ouais, Duke Yukon, exactement. Duke Yukon. Et ça, c'est pas une affiche de Elite 8. Je suis désolé, les amis. C'est pas une affiche de Elite 8. C'était une affiche de Final Four. C'était une affiche peut-être même de titre. Ouais, exactement. Mais, tu te souviens la stat? On avait dit que sur les 23 dernières années, il y a 22 des 23 derniers champions universitaires qui étaient en saison régulière dans le top 20 offensif et défensif de tout le pays. Et j'avais donné une liste d'équipes qui répondaient à ce critère-là en préambule du tournoi universitaire. Il y avait Duke, il y avait Illinois, il y avait Arizona, il y avait pas Illinois, pardon, il y avait Duke, il y avait Michigan, il y avait Arizona. Et ben les trois sont encore en course pour l'instant pour le titre. Donc est-ce que ça va se confirmer? Moi, le match qui m'a le plus plu et parce que c'était un combat de titans, c'était Duke contre St. John's. Et il y a eu le moment clé quand Evans met le panier à 3 points alors que St. John's est à +2 et que s'il y a stop défensif, ça peut changer la physionomie des 3 dernières minutes. Donc Duke qui repasse devant. De toute façon, on n'appelle pas ça match madness pour rien. Exactement. C'est ce genre de match-là qui sont intéressants. Et on sait que Duke, ils sont très, très, très regardés. Tu mets une petite piécette sur qui, toi? Moi, je pense Duke. Moi, je pense que Duke... Tu penses que c'est l'année? Ouais, je pense qu'ils peuvent aller le chercher. Ça fait un petit moment, je pense qu'ils n'ont pas été chercher le titre. Moi, je pense que c'est le vainqueur de Duke Yukon. Ouais, je pense que justement, c'est vraiment ce gros match-là. Et si Duke l'emporte... Si Michigan et Arizona... Parce que, bien évidemment, quand la vidéo sera sortie, le score du match, vous l'aurez déjà. Si Duke ou Yukon gagne, je pense que c'est bien parti pour qu'ils remportent le titre cette année. Parce que ça, c'est déjà, quand tu vas gagner là-bas, dans cette conférence là-bas, on sait très bien que c'est du haut niveau. Pour moi, en fait, la raison pour laquelle je donne vraiment l'avantage au vainqueur de Duke Yukon, c'est que la préparation au Final Four, ça aurait été un chemin de croix. Et Illinois, c'est la surprise du chef, certes, mais c'était une région beaucoup moins forte. Et Michigan et Arizona ont roulé sur la compétition durant les 3 premiers tours. Donc ça va peut-être les choquer d'affronter une équipe qui sont déjà préparées depuis longtemps. Voilà. Alors à la rigueur, là, t'aurais donc Michigan s'ils battent Tennessee qui serait matché avec Arizona. Mais comme je le dis, j'en démords pas. Je pense que ça va être le vainqueur de Yukon Duke. Okay. On met une petite mention spéciale pour moi le match de la March Madness côté féminin qui a eu lieu entre LSU et Duke. Duke du coup. Justement. Et LSU qui était une équipe j'avais un petit penchant affectif parce qu'il y a Michaela Williams qui joue là-bas et donc j'ai commenté 3 coupes du monde U18 3-3 où les Américaines ont roulé sur la compétition. Et Michaela Williams a été MVP des 3 coupes du monde quand elle avait 16 ans, 17 ans, 18 ans. Donc c'était assez particulier pour moi de suivre un petit peu son parcours et de voir aussi son cheminement à LSU. Donc triste de l'avoir sortir sur un buzzer beater de Ashland Jackson. Ouais. Et comme on le dit tant que pour moi là-bas chez les femmes, donc Duke fait partie des favoris, mais pour moi, tant qu'il y a toujours South Carolina, tant qu'il y a toujours Dawn Staley, tant qu'il y a toujours celle qui le distributeur de talent en WNBA là-bas. Moi, j'aimerais bien que ce soit South Carolina qui gagne. Affectivement, c'est mon petit bébé quoi. Dawn Staley. D'ailleurs que j'ai eu le plaisir de rencontrer à la Coupe du Monde 3-3 justement, elle était venue scouter un petit peu les joueuses. Je pense que c'était à l'époque elle voulait peut-être recruter Sarah Strong. Sarah Strong qui est à UConn. Fille de Danny Strong qui a joué au BCM Gravelines dans les années 2000 et de Alison Pfister, légende du championnat féminin français qui a joué en WNBA, qui est l'actuel chef du player development du côté des Boston Celtics. Donc eux ils ont fait c'était de la triche au niveau génétique. Ils ont fait un super bébé, Sarah Strong qui roule sur la compétition. Bref, c'est une dinguerie. Donc voilà. Si vous connaissez pas Sarah Strong, Michaela Williams et tout ça, vous les verrez en WNBA d'ici 2 ou 3 ans, de toute manière, dès qu'elles ont fini leur cursus. Allez suivre, justement, le fameux Final Four qui va bientôt arriver, donc ce week-end-là qui va arriver. Dernier mot sur l'Euroleague en rapide. Euroleague, alors attends, Euroleague, Donc, l'Euroleague, on en parle tout de suite parce qu'on est sur la fin de saison, il reste 4 matchs.
il reste 4 matchs et il y a des confrontations de partout. Non, mais c'est dingue. C'est dingue. Alors, on parle, entre parenthèses, il n'y a aucune équipe qui est officiellement qualifiée pour les playoffs. Voilà. Ouais. Il y a surtout cette alors qualifié pour les playoffs. Alors tu veux dire pour le top 6, tu veux dire pour le top 6. Voilà, pour le top 6. Il y a aucune équipe qui a vraiment validé. Mathématiquement, c'est pas encore fait. Ce sera fait d'ici la journée prochaine avec Fenerbahçe notamment. Mais enfin, je dis ça si Fener se fait attraper par le col sur les 4 derniers matchs, on sait pas. Mais il y a la bataille pour la première place. C'est-à-dire que tu as déjà 3 candidats assumés avec le Real, Olympiakos et le Fener. Ouais. Donc déjà, c'est la bataille pour la première place. On sait que Olympiakos a le match-up favorable contre le Real à l'heure actuelle et que les deux vont se jouer. On sait que Fenerbahçe a le match-up favorable pour l'instant avec l'Olympiakos et les deux match-up ont eu lieu. Donc, affaire à suivre à ce niveau-là. Mais donne-nous le listing un petit peu parce que on va vous parler de Monaco qui est à une victoire d'avance sur Maccabi qui est 11e. Maccabi qui a un match en moins. À 17 victoires, 16 défaites. Monaco à 19 victoires, 15 défaites à égalité avec l'Étoile Rouge. Ouais. Et il y a 3 équipes à 20 victoires, 14 défaites qui sont le Žalgiris Kaunas qui est actuel 6e, le Pana 7e, le 8e Barça. Il y a l'Apoel avec un match en moins à 20 victoires et 13 défaites qui peut potentiellement accrocher le top 4 avec Valence à 21-13 ou descendre dans ce mix d'équipes qui se bataillent pour ne pas aller en play-in. Exactement. Et là où ça devient absolument fou furieux, c'est qu'on a potentiellement un match-up au premier tour avec le Pana contre l'Olympiakos. Au premier tour, exactement. Au premier tour, avec le Pana qui pourrait finir peut-être 7e et l'Olympiakos vraisemblablement capable d'accrocher la 2e place, même si j'ai de mal à concevoir que Fenerbahçe finisse pas là en tête du championnat sur la saison. Et en plus, il y a une malédiction. J'ai pas envie que l'Olympiakos finisse premier parce que là, sur les dernières années, chaque fois que le premier a roulé sur la compétition, il perd soit en finale ou soit au Final Four. En tout cas, donc, je vous donne juste une liste de 15 matchs là qui vont suivre pour ces 4 prochaines journées, dernières journées justement. Vas-y. Žalgiris, Barcelone. Donc on parle du 6e contre le 8e. Yeah. Apoel contre le Pana, donc le 5e, 7e. Dubaï qui va affronter Monaco. Žalgiris Dubaï. Apoel Fenerbahçe. Parce que Dubaï, il faut le dire, est 12e à 17-17, hein, donc à 2 petits matchs de la 10e place. Donc Dubaï Fenerbahçe. Dubaï, Monaco, Apoel Fenerbahçe, Žalgiris Dubaï, Olympiakos Real, donc le 2e contre le 3e, Barça Pana, Monaco Asvel, Apoel Olympiakos, Fenerbahçe Real, Valence Panathinaikos, Monaco Barça, Žalgiris qui va aux Partisans, Olympiakos Milan, Real contre Belgrade, Dubaï Valence et Monaco Apoel. Et il y a aussi le derby l'Étoile Rouge contre le Partizan. Exactement. Donc on a tout ça là. Pour les 4 dernières journées, il faut absolument suivre parce que là, on parle du classement au 29 mars. Ça peut totalement changer dans 2 semaines. Clairement. Donc les match-up de quoi qu'il arrive vont être absolument fous furieux. On est en train de parler de la fin de saison en NBA là pour éviter la 6e place ou les play-in et tout ça. Mais ce qui est en train de se passer en Euroleague, c'est encore plus fou. Et on va pouvoir détailler tout ça dans les semaines qui viennent parce que ça va être un énorme dossier. Mills, je pense qu'on a goupillé. Hein. On a fini. Donc émission exceptionnelle hein, vu les circonstances. Merci à nous de nous suivre au quotidien. Merci à nous. Oui, merci à nous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous de nous suivre. Oui, merci à vous de nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Ça coûte rien, mais pour nous, ça vaut beaucoup. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Gucci Mills, ça m'a fait plaisir. Un plaisir partagé. Bonne soirée, mon grand. Voilà.